En juillet 2023, 2 ans après le coup d'État, le chef de la junte malienne, Assimi Goïta, s'est rendu à Saint-Pétersbourg pour le sommet Russie-Afrique 2023, son premier voyage international depuis sa prise de pouvoir. Après le sommet, Goïta a rencontré Vladimir Poutine pour des entretiens bilatéraux, au cours desquels l'autocrate russe a salué la relation de Moscou avec Bamako. Goïta a salué le respect entre les deux pays, qualifié Poutine d'ami du Mali et l'a félicité pour son engagement dans la paix et la stabilité au Sahel. Leur affirmation reposait sur la montée des troupes russes au Mali. Comme beaucoup d'autres chefs militaires, à travers le Sahel, Goïta avait expulsé les forces françaises au profit de mercenaires liés au Kremlin. D'abord le groupe Wagner, puis le Corps Africa après la mort d'Evgueni Prigojine. Dans les États du Sahel, l'expulsion des troupes occidentales au profit des Russes a été présentée comme une volonté de restaurer la souveraineté et de s'opposer aux puissances coloniales qui avaient exploité ces pays. Plus important encore, cela a également été présenté comme la réponse à la menace djihadiste croissante à laquelle ces nations étaient confrontées. En évinçant Français et Américains au profit des Russes jugés plus fermes, les dirigeants sahéliens ont promis de reprendre le contrôle sécuritaire de leur pays. Vous voulez deviner ce qui s'est passé ensuite ? Oui, dans la majeure partie du Sahel, les groupes armés gagnent maintenant en puissance. Rien que le week-end dernier, des djihadistes ont submergé des positions gouvernementales à travers le Mali, forçant leurs protecteurs russes à battre en retraite de façon humiliante. Au Burkina Faso et au Niger, attaques et pertes civiles augmentent. En bref, le projet africain de la Russie semble être un échec. La question maintenant est de savoir ce que cela signifie à la fois pour le Sahel et pour le reste du monde. La route vers l'échec. Le dimanche 28 avril, un jour après l'une des attaques terroristes les mieux coordonnées de l'histoire du Mali, l'Afrika Korps russe a confirmé que lui et ses alliés maliens s'étaient retirés de la ville de Kadal. Un porte-parole des insurgés a annoncé un accord avec l'Afrika Korps pour qu'ils se retirent de la ville. Radio Free Europe rapporte que les Russes ont abandonné d'importants stocks d'armes, de matériel et un hélicoptère abattu. Ce retrait survient environ 2 ans et demi après que les Russes ont organisé une séance photo dans la même ville pour fêter sa prise aux rebelles. La perte de Kadal a été un coup dur pour le gouvernement malien à Bamako, car sa reprise aux rebelles en 2023 avait été un élément clé du récit de la junte selon lequel elle rétablissait la sécurité nationale. Kadal est retombé si rapidement aux mains des insurgés qu'un officier supérieur malien a déclaré à Radio France Internationale que les Russes les avaient trahis. Il a affirmé que le gouverneur régional avait prévenu les Russes 3 jours avant l'attaque, mais ils n'ont rien fait, ajoutant que leur départ semblait avoir été négocié à l'avance. Même si cette retraite et l'attaque représentent le plus grand échec public de la Russie au Sahel, cela n'était pas totalement inattendu. Ce n'est pas non plus la première fois que Moscou échoue au Mali. En septembre 2024, des militants d'un groupe djihadiste lié à Al-Qaïda, appelé Jama'at Nusrat al-Islam wal Muslimin, plus connu sous son acronyme JNIM, ont attaqué Bamako pour la première fois depuis 2016, tuant au moins 50 soldats maliens et incendiant l'avion présidentiel. Christopher Faulkner, professeur adjoint au Collège de guerre navale des États-Unis, a souligné que cette attaque montrait les limites du groupe Wagner, leur base étant située près de l'aéroport où l'avion a été incendié. Puis, en juillet de cette année-là, Wagner et l'armée malienne ont tenté de participer à une attaque contre les insurgés à Tinzar-Euten, une ville du nord du Mali. Attaqués par des séparatistes touaregs, ils ont dû battre en retraite vers un territoire contrôlé par le GNIM, où des djihadistes liés à Al-Qaïda les ont ensuite attaqués. Ensuite, il y a eu le siège de Bamako, lorsque le JNIM a étranglé les approvisionnements de la capitale en incendiant des camions-citernes et en bloquant les routes reliant le Mali au Sénégal, à la Mauritanie, à la Guinée et à la Côte d'Ivoire pendant des mois. En octobre 2025, face à la crise du carburant, le gouvernement a fermé écoles et universités. Le fait que la capitale d'une nation placée sous la protection explicite de la Russie puisse être assiégée par des terroristes illustre à quel point les Russes échouaient au Mali. Mais ce n'est pas seulement au Mali. Au Burkina Faso, malgré la présence des forces russes, environ 60% du pays reste aux mains des terroristes, selon l'indice mondial du terrorisme 2025. Certains analystes tirent déjà la sonnette d'alarme, avertissant que le pays tout entier pourrait tomber. Au sud, des troupes russes ont aussi été envoyées au Mozambique en 2019 pour aider à lutter contre les insurgés liés à l'État islamique au nord. Cependant, ils se sont retirés après la mort de 7 Russes et de 20 membres des forces spéciales mozambicaines à la suite de tirs amis. Au Niger, malgré une présence russe dans le pays, la situation s'est tellement détériorée que le pays a été classé 5e dans l'indice mondial du terrorisme 2025, juste derrière le Mali.
Bien que toutes soient des échecs majeurs, nous avons choisi de nous concentrer sur le Mali pour 2 raisons. C'est l'échec le plus récent, le plus public et peut-être le plus dévastateur de la campagne russe sur le continent. Nulle part ailleurs, ils n'ont été forcés par des insurgés de se retirer de plusieurs positions, abandonnant derrière eux des équipements valant des millions de dollars. Selon la Fondation Carnegie pour la paix internationale, le Mali est le principal déploiement russe au Sahel. C'est aussi le plus grand test pour le Corps Africa depuis qu'il a succédé au groupe Wagner et a été placé sous le contrôle du Kremlin. Malgré ses échecs, dont la mission ratée de 2019 au Mozambique, le groupe Wagner a aussi connu des succès, notamment en protégeant le gouvernement centrafricain et en déjouant un coup d'État à Bangui. L'Africa Corps n'a pas encore remporté une telle victoire, seulement une série de défaites qui, au mieux, obligeront Moscou à recalibrer toute sa stratégie africaine et, au pire, pourraient demander forcer un retrait complet du continent. Alors, que s'est-il passé? Comment la situation a-t-elle pu si mal tourner pour la Russie au point d'en faire une vidéo? Regardons d'abord les chiffres. Même si on a affirmé que le Mali était le plus grand déploiement de l'Africa Corps, cela reste relatif. Selon The Century, environ 1000 membres de l'Africa Corps y sont déployés. À titre de comparaison, la France a déjà déployé plus de 4000 soldats là-bas, et même cette force plus nombreuse et mieux équipée peinait à combattre les insurgés. Il faut admettre que les problèmes de Paris sont insignifiants face à la situation actuelle au Mali. Ces 1000 soldats russes, avec l'aide de l'armée malienne, sont censés combattre plus de 6000 membres de Jenim. Et cela avant même de considérer le Front de libération de l'Azawad, groupe Touareg ayant collaboré avec Jenim pour l'attaque du week-end et la province de l'État islamique au Sahel. Le Mali est un grand pays, environ 5 fois la taille du Royaume-Uni, et on ne peut guère s'attendre à ce que 1000 soldats soient dans partout à la fois. Les insurgés le savent. Tout ce qu'ils ont à faire pour obtenir ne serait-ce qu'un minimum de succès, c'est surveiller où les troupes vont se trouver, ce qu'ils ont déjà prouvé être capables de faire, et attaquer ailleurs. Facile. Et si 1000 soldats peinent au Mali, pensez un instant au Burkina Faso, où seulement une centaine ont été déployés, ce qui aggrave tous les problèmes dont nous venons de parler. La raison de ces petits déploiements devrait être évidente. En ce moment, les forces russes combattent et meurent en Ukraine en très grand nombre. La guerre en Ukraine est devenue si dévorante que le Kremlin a été contraint de redéployer des troupes d'Afrique vers les lignes de front ukrainiennes. Outre les chiffres, le deuxième problème majeur concerne le comportement des troupes russes et de leurs alliés africains, d'après le Centre africain d'études stratégiques. Les forces de sécurité maliennes et leurs partenaires russes ont été impliqués dans 77% de tous les décès de civils résultant d'attaques ciblées au Mali au cours des 2 années précédant ce week-end. En somme, les forces censées stopper la violence djihadiste tuaient dans bien plus de civils que les djihadistes n'en ont jamais tué. En décembre 2025, l'Associated Press a eu un accès rare à la frontière mauritanienne où des milliers de Maliens s'étaient réfugiés, recueillant des témoignages de tueries indiscriminées, violences sexuelles et exécutions sommaires par l'Africa Corps. Un chef de village a déclaré à la paix « Les soldats ne parlent à personne, ils tirent tort sur toute personne qu'ils voient sans question ni avertissement. » Fin de citation. Dans une région où les rebelles prospèrent sur les griefs locaux, cette méthode pousse souvent la population vers les insurgés. La barrière de la langue complique encore la situation, rendant difficile pour les Russes de nouer des liens essentiels avec les communautés locales pour empêcher le soutien aux insurgés. Hannah Ray Armstrong, une experte de premier plan sur le Sahel, a soutenu que la Russie répète les mêmes erreurs que la France en choisissant de poursuivre une stratégie qui met fortement l'accent sur l'action militaire au lieu de s'attaquer aux griefs locaux qui sont la cause profonde de la violence. Même pour être juste envers Paris, leurs troupes ne vont pas massacrer des villageois. De plus, selon Frederick Weary, chercheur principal au programme Moyen-Orient du Carnegie, la Russie n'a pas réussi à soutenir et a parfois même entravé une coopération significative entre les États sahéliens. La Russie a été l'un des plus fervents partisans lorsque le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont choisi de se retirer de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, ou CEDEAO, pour former l'Alliance des États sahéliens, ou AES. Cette décision a fait que, lorsque des insurgés ont attaqué le Mali samedi, la CEDEAO n'a envoyé qu'un communiqué et aucune assistance militaire. C'est l'équivalent diplomatique de Bamako appelant désespérément pour que la CEDEAO réponde simplement « Oui, c'est fou, mon pote ». Et il raccroche. Face aux échecs russes, on se demande quel impact cela aura sur les plans du Kremlin pour le continent, et si la Russie était contrainte de se retirer, qui comblera le vide ? Avant d'évoquer les candidats possibles pour combler ce vide, soyons honnêtes, vous en devinez sûrement déjà certains. Petite pause pour vous présenter notre nouveau projet, Front Stoco.
Frontstoko est notre espace abonné pour les spectateurs souhaitant approfondir ces histoires et accéder à des détails exclusifs non abordés sur la chaîne principale. Chaque semaine, nous publions 2 vidéos exclusives et au moins 2 articles d'experts sur les conflits mondiaux. Cette semaine, par exemple, nous publions une analyse approfondie sur ce qui se passe vraiment au Mali, et un autre qui explore le rôle de la Russie, des djihadistes, de la junte et bien plus encore. Pour comprendre comment la débâcle du Mali a été nourrie par ses acteurs, vous trouverez la réponse ici. Nous avons aussi nos podcasts hebdomadaires comme Due South, qui publiera la semaine prochaine une longue interview avec l'analyste français Cassius Belli sur le chaos au Sahel. Si vous appréciez ces vidéos et souhaitez plus d'espace et de temps pour approfondir, Frontstoko est pour vous. 5$ par mois ou 50 par an. Revenons maintenant aux nations voulant remplacer la Russie au Sahel. Qui en profite ? Jusqu'à présent, nous avons parlé de ce que la Russie offrait aux pays du Sahel, la sécurité. Nous n'avons pas évoqué ce que la Russie obtenait en retour, ni ce qui est en jeu alors que ces échecs s'accumulent. En échange de ces soldats, la Russie a obtenu l'accès à des gisements minéraux parmi les plus précieux du continent. Des entreprises russes, dont Uranium One, filiale de Rosatom, ont signé des accords pour explorer et développer l'uranium et peut-être le lithium au Mali. En juin 2025, Bamako et des conglomérats russes, le groupe Yadran, ont commencé à construire une raffinerie d'or à Sano qui aura la capacité de raffiner 200 tonnes d'or. Le ministre de l'Énergie, des Mines et des Carrières du Burkina Faso a déclaré à Sputnik Afrique que les entreprises russes pourraient en devenir des partenaires stratégiques pour extraire des minéraux clés comme l'or, le zinc, le cuivre et le lithium. En plus des incitations financières, la Russie fait du Sahel un test pour prouver l'efficacité de l'Africa Corps. Si l'Africa Corps réussit au Sahel, en particulier au Mali, qui dispose du plus grand contingent, alors Moscou pourrait se positionner avec confiance comme un garant de la sécurité qui a accompli ce que même les Français n'ont pas pu faire. Après ce week-end, défendre cette position sera bien plus difficile. Des rumeurs circulent déjà selon lesquelles la junte malienne cherche des alternatives. La question devient donc, qui peut intervenir pour en profiter ? Et la réponse, c'est presque tout le monde. En tête de liste figurent les États-Unis. En février, Washington a changé sa façon d'aborder les pays de l'AES. Nick Cheka, nouveau chef du Bureau des Affaires africaines au département d'État américain, a visité Bamako et affirmé le respect de Washington pour la souveraineté du Mali, souhaitant renouveler les liens bilatéraux sans ingérence. Le département d'État a aussi déclaré qu'il consulterait le Burkina Faso et le Niger sur des intérêts communs en sécurité et économie, qualifiant cette initiative de volonté de dépasser les erreurs politiques ayant éloigné ces pays. Un point notable absent de la communication du département d'État était la moindre mention de la démocratie ou des droits de l'homme, pourtant essentiels à l'engagement américain dans la région depuis des années. Cela et la référence à la souveraineté visaient à apaiser les 3 pays gouvernés par des juntes. Selon la BBC, Washington a surtout agi par crainte de la menace sécuritaire des groupes djihadistes au Sahel. Bien que la plupart des victimes soient locales, on craint qu'une perte de contrôle du pays par les gouvernements permette aux djihadistes d'établir des bases sûres pour s'étendre et, au pire, attaquer l'Occident. Les actions de Washington semblent avoir porté leurs fruits. Le général John Brennan, commandant adjoint du commandement des États-Unis pour l'Afrique, a confirmé que les États-Unis soutiennent toujours activement les 3 nations contre les terroristes. Il a dit que les États-Unis donnaient des renseignements et pourraient aussi fournir des armes. Bien que la BBC affirme que Washington ne cherche pas à redéployer des forces actives dans la région, ni à rouvrir la base de drones d'Agadez, qui a été fermée après que la junte nigérienne a expulsé les forces américaines. Et puis il y a la Chine, qui a discrètement exploité le vide laissé par le déclin de l'influence française et l'impact des sanctions internationales contre la Russie pour renforcer sa présence au Sahel. Selon l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, CIPRI, entre 2020 et 2024, la Chine est devenue le principal fournisseur d'armes en Afrique de l'Ouest. Les affaires sont florissantes, à tel point que le fabricant d'armes d'État, Narinco, a ouvert un bureau régional de vente dans la capitale sénégalaise, Dakar, pour développer ses ventes et installer des centres de maintenance au Mali et en Côte d'Ivoire. Il est peu probable que la Chine envoie des troupes dans la région, mais elle profitera probablement des échecs russes pour renforcer sa part sur le marché des armes au Sahel. Et il faut aussi parler de la France, qui entretient avec le Sahel une relation que l'on pourrait, pour être charitable, qualifier de plutôt compliquée. L'histoire coloniale et l'échec de la France à vaincre les insurgés en ont fait la cible favorite de nombreux gouvernements sahéliens. Cependant, dans l'éventualité où les troupes russes échoueraient
de façon si catastrophique qu'elle serait expulsée de la région, la France pourrait être tentée de faire son retour, car elle possède encore des investissements importants dans toute la région, y compris au Bénin et au Togo. Cela pourrait aussi permettre à la France de retrouver l'accès à des minerais clés comme l'uranium au Niger, perdu après les coups d'État. Les gouvernements sahéliens pourraient être retournés vers la France par simple habitude. Il faut aussi citer la Turquie, qui a renforcé son influence au Sahel de façon continue. L'Atlantic Council a indiqué qu'entre 2022 et aujourd'hui, le Burkina Faso, le Tchad, le Mali et le Niger ont reçu au moins 12 livraisons de produits de défense turcs, illustrant le renforcement des liens entre le Sahel et la Turquie. La hausse des échanges commerciaux en est un autre signe. Le commerce bilatéral entre la Turquie et le Mali a augmenté de 32 000%, passant de 5 millions de dollars en 2003 à 165 millions de dollars en 2022. Des entreprises pochons turques ont investi au Niger, construisant un aéroport et un hôtel 5 étoiles à Niamey. L'indicateur principal de l'intérêt de la Turquie comme partenaire de sécurité majeur dans la région est un rapport de l'analyste français Kassas Belli. Plusieurs sources ont confirmé à Kassas Belli qu'il y avait une présence turque parmi les gardes de sécurité protégeant le chef de la junte malienne, Assimi Goïta, lors des attaques les plus récentes. Le fait qu'Assimi Goïta ait eu une protection turque alors que les Russes étaient déjà présents montre qu'il pourrait envisager de remplacer les Russes par les Turcs si ces derniers devenaient inefficaces. Si cela se produira réellement, seul l'avenir nous le dira, car il existe un contre-argument qui suggère que nous enterrons peut-être le projet africain de la Russie un peu trop tôt. Le 21 avril, quelques jours avant les attaques coordonnées au Mali, The Sentry a publié un rapport indiquant que la Russie cherchait à renforcer sa présence en Afrique de l'Ouest. Selon leur rapport, durant les 5 premiers mois de 2025, 3 grands convois russes composés de camions, chars, véhicules blindés et bateaux sont arrivés à Bamako, la capitale malienne. Le rapport indiquait aussi que la Russie voulait créer un centre stratégique pour projeter sa puissance en Afrique de l'Ouest. Ce ne sont pas les actions d'un gouvernement qui cherche à réduire son engagement en Afrique. Au contraire, c'est tout l'opposé. Le Mali, lui, accueille positivement le nouvel engagement russe dans la région. Après tous les échecs colossaux cités ces 15 dernières minutes, on pourrait croire que le gouvernement malien éviterait la Russie. Lors de sa première apparition publique depuis les attaques terroristes du week-end, Goït a rencontré l'ambassadeur russe au Mali, Igor Gromko, selon les photos de son bureau. Il n'a vu aucun autre responsable militaire. Il n'a pas prononcé de discours motivant à la télévision ou à la radio d'État pour soutenir les soldats affrontant les insurgés. Il a choisi de rencontrer l'ambassadeur russe. Le ministère russe de la Défense a déclaré plus tard que ses forces avaient aidé à déjouer un coup d'État lors des attaques, empêchant les rebelles de prendre des sites clés comme le palais présidentiel. Le bureau de Goïta n'a publié aucun communiqué avec les photos. Cependant, Nicolas Haig d'Al Jazeera, qui a longuement couvert l'actualité au Mali, a déclaré que les images en disent de plus long que les mots sur la dépendance du régime envers les troupes russes pour garantir sa survie. Au final, c'est peut-être cela qui sauvera la présence de la Russie au Sahel. Priyo Singh, chercheur principal à l'Institut d'études de sécurité, a noté que tous les régimes sahéliens qui se sont associés aux Russes le font pour garantir leur propre survie. De nombreux analystes partagent cette analyse, dont Bar Tréor du groupe de réflexion d'Afrique de l'Ouest. Traoré ajoute que, en plus de garantir la survie du régime, la Russie fournit des canaux d'information que les régimes sahéliens utilisent pour diffuser leurs messages, renforcer leur légitimité et façonner les récits politiques internes. Il soutient que cela crée une relation symbiotique qui renforce la dépendance du régime envers la Russie. Tant que les régimes sahéliens utiliseront les troupes russes pour éviter les coups d'État et garder le pouvoir, la Russie restera présente en Afrique. Ils ne sont peut-être pas efficaces face aux insurgés. Cependant, ce n'est pas leur mission principale. Leur tâche principale est de maintenir en place les régimes militaires qui ont pris le pouvoir et de les protéger contre leurs propres compatriotes. Et les groupes armés à travers le Sahel le savent. Le problème pour les autres pays d'Afrique de l'Ouest, et en réalité pour le monde entier, c'est qu'ils ne peuvent pas se permettre de rester les bras croisés en attendant que ces régimes prennent enfin la menace des insurgés au sérieux. S'ils ne sont pas maîtrisés, ils continueront de croître jusqu'à ce que la menace devienne trop grande pour être gérée. Quelque chose devra être fait, avec ou sans la coopération de la Russie et de ses alliés. Merci de nous avoir regardés.